Donc bonjour tout le monde, chers étudiantes, chers étudiants, heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle séance, votre deuxième séance de votre matière de procédure civile. Donc avant de commencer, j'aimerais rappeler que cette deuxième séance est le prolongement normal de la première séance, étant donné que nous sommes toujours dans le cadre de l'introduction. Introduction dans laquelle on essaye de présenter les fondements de la matière, de vous donner une idée générale sur les principes qui gouvernent la matière et d'introduire les axes qui vont suivre. Lors de la première séance, le mot d'ordre était le formalisme. La procédure civile se définit principalement par son formalisme. Nous avons défini la procédure civile comme un ensemble de formalités que tout justiciable doit accomplir, doit respecter s'il veut porter son action devant une juridiction civile, s'il veut que son affaire soit traitée par un tribunal. D'ailleurs, nous avons dit, ou bien nous nous sommes référés à cette célèbre phrase de notre grand juriste Ehrin, qui a fondé l'école sociologique et surtout l'école de l'histoire du droit, qui dit que la forme est l'ennemi juré de l'arbitraire. La forme est l'ennemi juré de l'arbitraire. Ça veut dire, lorsqu'on a un certain nombre de formalités à accomplir, on ne peut pas tomber dans un arbitraire. Lorsqu'on amène les personnes à respecter un certain nombre de formalités pour demander un droit, automatiquement, on est dans l'ordre et cet ordre protège les personnes, les justiciables de tout arbitraire. Donc, à partir de cette définition, on constate que la procédure civile, même si c'est une procédure qui permet à toute personne de porter son différend devant une juridiction civile, c'est une procédure qui présente un certain nombre de principes sur lesquels nous allons revenir dans cette séance afin de protéger les personnes contre l'arbitraire, afin de ne pas tomber dans le désordre, afin d'accomplir leur action en bon et due forme. Donc, ceci va nous amener à présenter les grands principes de la matière. Quels sont ces grands principes de notre matière droit de procédure civile? Vous allez constater tout au long de ce cours que nous allons toujours faire appel à ces principes que je vais présenter, que ce soit pour la présentation de l'action, de la requête introductive d'instance, soit pour évoquer les moyens de défense, soit pour présenter des instructions pour la procédure, soit pour prononcer le jugement, ou bien soit pour faire des recours, ou bien encore soit pour exécuter les jugements. Donc, les principes, ou bien les grands principes de la matière sont les suivants. Tout d'abord, et à la tête de ces principes, comme le schéma le présente devant vous, c'est l'indépendance des juges. Pour qu'on puisse être jugé d'une manière équitable, les juges doivent avoir une indépendance. Cette indépendance par rapport à quoi? D'abord par rapport au pouvoir législatif et par rapport au pouvoir exécutif. Le juge doit se sentir indépendant. D'ailleurs, c'est ce que précise
la Constitution marocaine, dans son 7e titre, lorsqu'il traite du pouvoir judiciaire, il met l'accent sur l'indépendance de la justice. C'est un principe constitutionnel. L'article 107 de la Constitution marocaine de 2011 précise en ces termes, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Qui est le garant de cette indépendance? C'est le roi. Donc le roi reste le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Grâce à cette indépendance, le juge peut exercer sa fonction sans aucune influence. L'article 108 de la Constitution précise que les magistrats du siège sont inamovibles. On ne peut pas les déplacer. D'ailleurs, c'est un principe que je crois que vous avez déjà étudié dans le cadre de votre matière de l'organisation judiciaire. La Constitution marocaine ajoute dans l'article 109 que elle est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Le juge ne saurait, dans l'exercice de sa fonction, ne saurait recevoir d'injonction ou bien d'instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Donc, à travers ces dispositions, on constate que il y a une grande indépendance des magistrats, et je parle bien des magistrats du siège. Lorsque je parle des magistrats du siège, ça veut dire ceux qui vont prononcer le jugement. Je ne parle pas du parquet, dont on peut constater qu'il y a une certaine dépendance vis-à-vis à d'autres personnes. Donc, ce principe d'indépendance du juge, qui est un principe constitutionnel, va nous amener à parler de la neutralité du tribunal, qui est le deuxième grand principe de la matière. Un tribunal doit être neutre. Lorsqu'on dit neutre, on dit nécessairement impartial. Donc, tribunal neutre et impartial, ce sont deux termes qui se complètent. Les juges qui vont statuer sur une affaire ne doivent pas être influencés par leur appartenance. D'ailleurs, la Constitution marocaine précise que les juges ne doivent pas appartenir à des syndicats, à des partis politiques. Certes, ils peuvent se regrouper dans le cadre d'associations, chose qui a été faite dernièrement avec la création d'une autre association qui regroupe les magistrats, principalement les jeunes magistrats. Mais lorsqu'on dit un tribunal neutre, ça veut dire ça veut dire quoi neutre? Ça veut dire il ne doit pas prendre parti avec ce courant ou bien avec l'autre courant. Qu'est-ce qu'un pays neutre? Un pays neutre, c'est un pays qui ne participe pas à une guerre, qui n'est pas un allié d'un autre pays qui est en conflit avec d'autres pays. Donc, je suis neutre. Pour que je puisse statuer objectivement, je dois être neutre. Je ne dois dépendre de personne. Je ne dois avoir aucune appartenance à un parti politique qui peut influencer mes choix et mes décisions. Cela nous amène aussi à parler du troisième principe qui est la nécessité de prouver les prétentions. Rappelez-vous ce que nous avons dit lorsque nous avons établi cette distinction entre le procès civil et le procès pénal. Dans un procès pénal, nous avons dit que même si les parties peuvent apporter des preuves pour justifier la condamnation d'une personne dans le procès civil, ce sont principalement les parties civiles qui doivent apporter les preuves, contrairement au pénal où le parquet cherche par tous les moyens à établir la preuve de la condamnation de la personne. Donc plus que ça,
Le juge est lié, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller au-delà des prétentions des parties. Si vous avez demandé 1000 dirhams de dommages intérêts, il ne peut pas statuer plus que 1000 dirhams. Il ne peut pas vous donner 2000 dirhams. Il ne peut pas aller au-delà de ce que vous avez présenté. Si vous avez présenté ces moyens de preuve, il va se baser sur ces moyens de preuve. Voilà pourquoi on dit que la procédure civile est une procédure accusatoire et non pas inquisitoire. Le droit de recours est un quatrième principe de la matière. C'est le quatrième grand principe de la matière qui permet aux personnes de critiquer les décisions qui ont été rendues par les juges. On dit bien que la faute est humaine. Un magistrat peut se tromper lorsqu'il rend un jugement. Donc on ne peut pas dire que lorsqu'un jugement est rendu, c'est le point final, on ne peut pas le critiquer. Il doit y avoir toujours un moyen pour faire un recours, ça veut dire un appel, une demande en annulation d'un jugement, d'un arrêt, lorsqu'on a constaté que nous n'avons pas été acquittés, que nous n'avons pas reçu le jugement équitable. Cinquième grand principe, le droit de renier et de prêter serment comme unique moyen de défense. Ça veut dire que la personne qui est devant un tribunal, le justiciable qui est devant un tribunal, a le droit de renier, de dire « Non, je n'ai pas fait ça ». Ou bien de prêter serment. « Wallah, ma dart hadchi ana. Wallah, ila dart ». Donc, comme unique moyen de défense. Il ne s'agit pas toujours de présenter des preuves écrites, des preuves matérielles. On peut tout simplement se baser sur notre parole, de renier ou bien de prêter serment pour se défendre. La loi, ou bien la procédure civile, ne vous oblige pas. Donc, si vous arrivez à prouver matériellement, à présenter des preuves tangibles pour convaincre le juge, c'est bon. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez vous contenter de présenter un serment ou bien de renier. Dernier principe, qui est un principe fondamental, la contradiction du procès. Ça veut dire quoi, la contradiction du procès? Ça veut dire que le tribunal doit permettre à l'autre personne de connaître les moyens et les prétentions, les moyens de preuve et les prétentions de l'autre partie pour pouvoir préparer une défense. On ne peut pas se baser tout simplement sur les prétentions de la partie requérante pour donner un jugement. L'autre partie doit avoir connaissance de tous les moyens de défense, de toutes les prétentions et les moyens de preuve présentés par son rival afin de préparer sa défense. Il doit avoir connaissance de ses prétentions. Voilà pourquoi la notification ici joue un rôle très important. La présence de la personne au tribunal joue un rôle important. On doit notifier à la personne que quelqu'un a porté une action en justice contre lui et voilà ce qu'il présente comme moyen de preuve pour appuyer ses prétentions. Préparez votre défense. D'accord? Donc, c'est sur ces grands principes de la matière que nous allons revenir tout de suite pour les détailler encore plus. Donc, la procédure civile est gouvernée par tous ces principes qu'on vient de présenter et que nous allons détailler tout de suite. C'est ce qu'on appelle les principes directeurs. Ça veut dire lorsqu'on intente une action devant la justice, chaque étape doit obéir aux principes qui vont diriger le déroulement du procès. Voilà pourquoi nous les avons appelés
des principes directeurs. Ça veut dire un ensemble de règles fondamentales communes à toutes les instances civiles. Parce que les instances civiles diffèrent. Vous allez voir avec moi, lorsqu'on va rentrer dans le fond de la matière, qu'il existe plusieurs types d'actions. Donc, ces règles fondamentales communes à toutes les instances civiles organisent le déroulement du procès et concourent par conséquent au respect des garanties fondamentales d'une bonne justice. Ce sont des principes directeurs qu'on trouve dans tous les procès civils à l'échelle internationale. Voilà pourquoi on dit que ce sont des principes universels et nécessaires à la justice civile. Ils sont rappelés par les conventions du droit de l'homme qui protègent l'homme, par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment dans son article 6 et suivant. Donc, il s'agit d'abord du droit d'accès à la justice. Toute personne doit avoir le droit d'accéder à la justice. On ne peut pas empêcher, interdire à une personne de demander que son litige soit tranché par un tribunal. Lorsqu'un tribunal est saisi, il doit nécessairement rendre une décision. Il doit se prononcer sur le litige. Le droit d'accès à la justice nécessite que l'État s'engage pour faciliter l'accès à cette justice, notamment par cette question de gratuité de la justice. Deuxième point, ou bien deuxième principe directeur, la neutralité du tribunal sur lequel nous allons revenir, l'impartialité du tribunal, le droit à un procès équitable, avec tout ce que porte le mot équitable comme charge, et le droit de recours lorsque le juge rend sa décision. On a toujours le droit de critiquer sa décision. Commençons par le droit d'accès à la justice. Le droit d'accès à la justice est un principe constitutionnel qui a été rappelé par l'article 118 de la Constitution marocaine. Cet article 118 précise que l'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Je répète, l'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Donc, il s'agit de permettre aux personnes d'avoir une accessibilité aux tribunaux de droit, à tous les tribunaux de droit commun, et sur le même pied d'égalité. On ne peut pas faire une distinction, une discrimination entre les personnes qui peuvent avoir accès à la justice. Il s'agit là d'un moyen légal, de base, un principe constitutionnel qui permet à toute personne qui se voit lésée par rapport à un droit de se constituer en demandeur devant un tribunal civil à l'encontre de toute autre personne pour une cause de responsabilité civile. Cette responsabilité civile peut découler soit d'une responsabilité civile contractuelle ou bien délictuelle. Ça veut dire soit il y a un contrat entre les deux parties pour laquelle l'une des deux parties n'a pas respecté les clauses, ou bien lorsque nous avons, par un agissement, causé un dommage à autrui sans l'existence d'un contrat. Dans ces deux cas, soit qu'il y ait contrat ou bien non-contrat, la personne, lorsqu'il est endommagé, lorsqu'il est lésé, lorsqu'il se sent lésé, il peut porter son différend devant le tribunal civil. De ce principe découle une règle très importante qui est l'absence de dispense ou bien d'immunité des poursuites judiciaires. On ne peut pas dire qu'il y a une immunité des personnes. Personne n'est immunisé contre des poursuites judiciaires
pour responsabilité civile. Vous allez me dire, monsieur, mais l'immunité existe, notamment pour les diplomates. Certes, les diplomates disposent d'une immunité par rapport aux poursuites pénales, principalement, mais on ne peut pas s'empêcher de poursuivre une personne, même diplomate, pour responsabilité civile. Parfois, le chef d'entreprise souscrit une assurance pour qu'il soit immunisé contre les poursuites judiciaires en cas de réalisation d'un risque déterminé, par exemple. Dans ce cas, c'est l'assurance qui prend sa place pour indemniser. Oui, certes, ce sont des exceptions, mais lorsqu'on paye une assurance, ça veut dire on s'est déjà préparé aux poursuites judiciaires et on a délégué cette responsabilité à notre assurance pour qu'il paye à notre place. De toute façon, la loi garantit à la personne qui intente une action en justice lorsqu'il est en droit d'intenter une action et lorsque vraiment il est lésé, il a le droit de recevoir une contrepartie par rapport à ce qu'il a subi comme dommage. Le droit d'accès à la justice, comme j'ai dit tout à l'heure, est un droit qui est garanti par l'État. L'État doit garantir aux personnes, aux justiciables, il doit faciliter l'accès aux justiciables pour que leur action soit tranchée par un tribunal. Voilà pourquoi on dit que l'accès à la justice est gratuit. Gratuit, certes, mais la gratuité n'est pas totale. Gratuit, certes, pour intenter une action. Si vous ne disposez pas de l'argent, si vous n'êtes pas solvable, vous pouvez toujours demander l'assistance judiciaire. Cette assistance vous permet d'avoir l'assistance d'un avocat et c'est l'État qui s'occupe de ces honoraires. Cependant, on constate que la gratuité n'est pas totale. Il existe deux catégories de frais de justice. Première catégorie, ce qu'on appelle les dépens. Combien de fois vous entendez qu'une personne a été condamnée aux dépens? Ça veut dire, il va payer masarif da'wa. Il est condamné aux dépens. Tahammul sa'ir. As-sa'ir, on dit dans les jugements as-sa'ir. Donc les dépens, c'est un ensemble de dépenses qui sont nécessaires au déroulement du procès. Par exemple, la taxe judiciaire. Si vous intentez une action en justice pour récupérer, si vous êtes créancier d'un montant de 100 000 dirhams, vous allez payer une taxe judiciaire qui est égale à 1% des intérêts en jeu. Ça veut dire 1% par rapport au montant que vous demandez. Plus les droits de timbre, plus les émoluments du huissier de justice. Donc les huissiers de justice, ce sont soit des fonctionnaires du greffe, soit des agents, des huissiers de justice privés, ça veut dire qui ont une profession libérale et qui s'occupent de la notification, par exemple, de l'exécution d'un certain nombre de jugements. Donc là, puisque c'est une profession libérale, on doit payer. Donc, le paiement de ces huissiers est à la charge des justiciables. La notification, l'expertise, lorsqu'on demande une expertise, ou bien c'est le juge qui demande une expertise pour qu'il soit éclairé sur la situation, sur le conflit. Lorsque vous présentez un document en langue étrangère, donc la langue officielle
le procès au Maroc, c'est la langue arabe. Vous devez le traduire. Le juge demande régulièrement la traduction des documents. Les indemnités des témoins, lorsque vous demandez à un témoin de se déplacer d'un lieu lointain, donc vous devez supporter les frais de ces déplacements. Il y a donc une loi qui réglemente les frais qu'on octroie aux témoins pour venir présenter leur témoignage. Donc, l'ensemble de ces catégories de frais sont appelés les dépens. Ils sont à la charge du justiciable. Seulement, lorsqu'on rend un jugement, parfois les juges, à plusieurs reprises, les juges condamnent la partie perdante au paiement de ses dépens. Ça veut dire, si j'intente une action, même si j'ai demandé une expertise, j'ai fait appel au service d'un huissier pour notifier, pour exécuter. Donc, tous ces frais peuvent être mis à la charge, ça veut dire peuvent être supportés par la partie perdante. Cependant, si c'est vrai, ces frais peuvent être mis à la charge de la partie perdante par un jugement, par un arrêt du tribunal, il existe un certain nombre de frais qu'on ne peut jamais mettre à la charge de la partie perdante, qui sont toujours à la charge de la partie qui a fait appel. Par exemple, un avocat qui s'est déplacé, qui a demandé l'avis ou bien un rapport d'un cabinet de consulting, un cabinet de conseil juridique. Donc, ces frais sont appelés des frais irrépétibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer. Si vous avez chargé un avocat, vous-même volontairement, vous avez demandé à un avocat de prendre votre dossier en main pour vous défendre devant la justice, vous ne pouvez pas demander à la partie perdante, vous ne pouvez pas demander au tribunal que la partie perdante soit condamnée pour le paiement des frais d'honoraires de votre avocat. Donc, les frais d'avocat, les frais de déplacement, les frais de consulting juridique demandés à un conseil ou bien à un cabinet de conseil juridique restent toujours à la charge de la partie qui a bénéficié de ces services. Alors que les autres frais que nous avons appelés et regroupés dans la catégorie des dépens peuvent être supportés si le jugement le prononce par la partie perdante. C'est bon? Donc, deuxième principe directeur de la matière, la neutralité du tribunal. Le tribunal doit rester neutre, les juges doivent rester neutres. La règle de base ici, c'est que le procès est la chose des parties. Tout à l'heure, je vous ai dit que le procès civil, c'est un procès généralement accusatoire. Je dis bien généralement. Parce que rien n'empêche les juges, comme vous allez voir par la suite, de demander d'intervenir directement dans le procès. Mais la règle de base, le principe, c'est que le procès est la chose des parties. Ça veut dire que le juge ne peut pas statuer au-delà des demandes des parties. Il ne fait que trancher en fonction des éléments apportés par les parties. C'est ce que d'ailleurs précise l'article 3 du Code de procédure civile, qui précise en ces termes, je vais vous lire l'article, le tribunal doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties. Il ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Si vous avez demandé quelque chose au juge, il ne peut pas vous donner une autre chose. Il doit se limiter à l'objet et aux limites de ce que vous avez demandé. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière. Donc, il doit statuer conformément aux lois qui régissent la matière. Et là, le juge intervient
On peut dire ici que l'action devient inquisitoire étant donné qu'il ne peut pas se baser toujours sur l'article, sur le fondement, un fondement juridique qui est l'article que vous avez présenté comme argument qui renforce votre prétention. C'est à lui de voir quel est l'article qui est applicable à ce litige. Vous dites que c'est l'article 124 du Code de commerce, alors que lui, il a constaté, puisque c'est un expert, il a constaté que l'article qu'on doit appliquer, le fondement juridique, ce n'est pas l'article 124, mais c'est l'article 125. Il ne va pas chercher d'autres faits, il va se contenter avec ce que vous avez présenté comme prétention comme fait, mais pour la règle applicable, il revient à lui de déterminer quel est l'article la plus adéquat à appliquer au litige. Donc, je répète, il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties. Ça veut dire, même si les parties ne vous ont pas demandé d'appliquer cet article, cette loi, c'est à vous, en tant que juge, de voir quelle est la loi applicable à ce litige. Donc, il vous revient en tant que connaisseur, de la matière, d'appliquer la loi adéquate. Cependant, il existe un tempérament à cette règle de neutralité du tribunal, comme nous avons dit. D'ailleurs, l'application de la loi la mieux adaptée. Ensuite, le juge peut intervenir en tant que régulateur. Et là, vous allez me dire, monsieur, ce n'est plus un juge neutre, n'est-ce pas? Le juge doit rester toujours neutre, même si ce tempérament que je vais présenter peut vous pousser à croire qu'il agit pour les intérêts de l'une ou bien de l'autre partie. Le juge peut ordonner une expertise, une enquête, une vérification d'écriture et prendre toute autre mesure nécessaire pour instruire et juger. Cependant, ce rôle que nous avons appelé rôle régulateur du juge n'est que au service de la justice pour rendre un jugement équitable, pour rendre un jugement d'équité, il doit s'éclaircir au maximum sur la nature de l'affaire, sur tous les faits qui peuvent influencer sa décision. Et même si les parties n'ont pas demandé cette expertise ou bien cette vérification d'écriture. Voilà pourquoi on dit que les faits appartiennent aux parties et le droit au juge. Ce sont les parties qui présentent tous les faits correspondant à l'affaire qui est portée devant le tribunal, mais il revient au juge de voir quel est le droit qui est applicable à cette situation. La procédure ici, c'est une procédure principalement accusatoire. Ça veut dire que la juridiction et les juges saisis se contentent de trancher le litige en fonction des éléments présentés par les justiciables et suivant leurs requêtes sans dépasser ce qu'ils ont demandé. Mais il peut toujours demander et ordonner des expertises, des enquêtes, des vérifications d'écriture. Et dans ce cas, il dirige, on dit que la juridiction dirige le procès et on est devant un procès inquisitoire. Donc le principe, c'est que le procès est accusatoire. Mais rien n'interdit au juge, pour s'éclaircir encore plus, de procéder d'une manière inquisitoire. Troisième principe directeur.
l'impartialité du tribunal. Donc, l'impartialité du tribunal, là aussi, c'est un principe constitutionnel qui a été énoncé par l'article 109 de la Constitution de 2011, qui précise que est prescrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou bien d'instruction, ni être soumis à une quelconque pression. De plus, le juge a même la possibilité de recourir, de faire appel et de saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire chaque fois qu'il constate que son indépendance est menacée. La même Constitution, le même article 109 précise que lorsqu'il y a un manquement du juge de ses devoirs d'impartialité, cela peut constituer une faute grave, une faute professionnelle grave, qui peut, lorsqu'on dit une faute professionnelle grave, ça veut dire il va être limogé, il va être licencié. Donc il va être limogé, il va perdre son poste, mais en plus, il peut être poursuivi judiciairement. Voilà pourquoi on dit que tout tribunal doit rester indépendant vis-à-vis de l'autorité de l'État et neutre à l'égard des parties. Donc, l'impartialité est un principe qui fait appel à la fois à l'indépendance et à la neutralité des juges. Il s'agit d'un droit qui permet aux parties de provoquer, chaque fois qu'ils l'ont constaté, le dessaisissement d'un magistrat dont l'impartialité n'est pas garantie. Chaque fois que les justiciables ont constaté qu'un magistrat n'est pas impartial, ça veut dire qu'il agit, qu'il n'est pas indépendant dans la prise de ses décisions, qu'il est influencé, ou bien qu'il peut être influencé pour plusieurs raisons que je vais présenter. Donc, il existe plusieurs procédures à suivre pour écarter ce magistrat de notre procès. Le tribunal, dont l'impartialité a été avérée, a été constatée, encourt une responsabilité civile pour faute que nous avons qualifiée de faute professionnelle grave dans l'exercice de sa fonction. Voilà pourquoi on dit que l'impartialité du tribunal doit garantir l'égalité de tous les justiciables devant elle. L'impartialité du tribunal implique la réquisition des magistrats. La réquisition, c'est ce qu'on appelle en arabe djrih. C'est ce qui a été précisé par l'article 295 du Code de procédure civile. Si vous voulez, je vous lis 295. Dont les termes se lisent ainsi. Tout magistrat du siège, je dis bien tout magistrat du siège, je ne parle pas du parquet, je ne parle pas du procureur. Ça veut dire magistrat du siège, ça veut dire celui qui va prononcer le jugement. Tout magistrat du siège peut être récusé quand il a ou quand son conjoint a un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation. Donc, chaque fois que le litige qui est porté devant le tribunal est en rapport avec les intérêts soit du juge ou bien de l'un des membres du comité collégial qui va statuer sur notre affaire a un intérêt personnel, ou bien son conjoint, ça veut dire, si le magistrat est une femme, ça veut dire son mari. Si le magistrat est un homme, ça veut dire sa femme. Donc, quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. Donc, même s'il y a un lien de parenté ou alliance avec le magistrat qui va se prononcer sur notre affaire, nécessairement, on va être influencé. Si c'est mon cousin
qui a porté son affaire devant moi, je ne serai jamais objectif. Il y a toujours une part de subjectivité qui va influencer ma décision. Voilà pourquoi je dois être écarté. Troisième cas, quand il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de 2 ans entre l'une des parties et le magistrat ou son conjoint ou leur ascendant ou descendant. Ça veut dire, j'ai une affaire devant ce tribunal, mais j'ai une autre affaire devant un autre corps collégial, ça veut dire devant, même que ça soit devant le même tribunal ou bien un autre tribunal se trouvant dans un circonscription proche ou bien lointaine. Et j'ai un procès en cours ou bien que ce procès a été prononcé depuis moins de 2 ans. Ce magistrat ne doit pas statuer sur mon affaire. Quatrième cas, quand le magistrat est créancier au débiteur de l'une du parti. C'est le créancier. Vous lui doyez de l'argent. Il ne doit pas se prononcer sur votre affaire. Quand il a précédemment donné conseil, plaidé ou postulé sur le déférent, ou on a connu comme arbitre s'il a déposé comme témoin. Quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties. S'il existe un lien de subordination entre le juge et son conjoint, ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint. Par exemple, si le justiciable travaille chez ou bien dans la maison du juge. S'il y a amitié ou inamitié notoire entre le juge et l'une des parties. Donc, dans toutes ces situations, les magistrats doivent s'écarter du procès. Ils ne doivent pas statuer sur le litige s'il se trouve dans l'un de ces cas que nous venons de présenter. Aussi, les magistrats doivent s'écarter du procès lorsqu'il s'avère qu'ils ont commis un dol, une fraude, une concussion, un déni de justice. Dans ce cas, le tribunal n'est pas impartial. Il existe une procédure que le justiciable peut poursuivre pour prendre à partie le juge. Donc, c'est ce qui est précisé par l'article 81 du Daïr des obligations et des contrats et par les articles 391 et 392 du Code de procédure civile que vous pouvez toujours consulter et qui précise que les magistrats peuvent être pris à partie dans les cas suivants. S'il y a eu dol, fraude, concussion qu'on pourrait imputer soit un magistrat du siège dans le cours de l'instruction ou lors du jugement, soit un magistrat du ministère public dans l'exercice de ses fonctions. Si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative, si une disposition législative déclare des juges responsables à peine de dommages et intérêts, et bien sûr s'il y a déni de justice. Ça veut dire quoi, déni de justice? Ça veut dire, par exemple, si le juge prolonge le litige, il ne veut pas se prononcer sur le litige et il laisse traîner les choses. Si le litige doit être tranché, par exemple, dans des conditions normales, dans 4, 5 mois, 1 an, donc lui, il le laisse traîner, il l'ignore, il ne le programme pas pour une séance prochaine. Donc, dans ce cas, on dit qu'il y a déni de justice, inkar l'adala, parce que le jugement ne va être rendu qu'après 5, 6 ans, 10 ans, etc. Et peut-être même, il ne va plus être rendu de telle façon que la partie qui a demandé, qui a présenté sa cause devant le tribunal, va perdre tous les droits correspondant à sa demande. Troisième procédure que permet le législateur pour révoquer, pour écarter un magistrat,
C'est la procédure présentée par l'article 517 du Code de procédure civile et qui précise le cas où l'un des litigants, ça veut dire des justiciables, est magistrat ou bien son conjoint est magistrat au sein du tribunal dans lequel le justiciable porte son litige contre ce magistrat ou bien contre son conjoint. Ici, il existe une procédure présentée par l'article 517 qui permet au président de la Cour suprême, pardon, non pas la Cour suprême, c'est le tribunal, on ne parle plus de Cour suprême aujourd'hui, on parle de la Cour de cassation, donc il permet au premier président de la Cour de cassation de donner la compétence à un autre tribunal qui se trouve en dehors du ressort du tribunal qui normalement doit statuer sur l'affaire. Exemple, si nous avons intenté une action devant le tribunal de première instance de Oujda contre un magistrat qui travaille au sein de ce tribunal. Donc, les juges ne vont pas certainement être impartials. Le tribunal, les juges qui vont se prononcer sur notre litige, ne peuvent pas prononcer des jugements à l'encontre de leurs camarades. Peut-être oui, mais pour sortir de tout doute, on va demander mais c'est le juge même qui doit demander à la Cour de cassation de demander à la Cour de cassation que soit déplacée son affaire devant un autre tribunal en dehors du ressort territorial qui normalement doit trancher le litige. Ça veut dire on va déplacer le litige au tribunal de Fès, de Meknès, etc. pour que puisse constater qu'il y a vraiment un tribunal impartial. Voilà. J'ai oublié de mentionner aussi le cas de la suspicion légitime, qui est présenté par les articles 383 et les articles 384 du Code de procédure civile. Donc, que je vous demande de consulter une fois vous aurez le temps. Donc, on va avancer, on va passer au troisième principe qui est le droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable, c'est parmi les principes fondamentaux qui ont été présentés par la Constitution de 2011, notamment dans son article 120, qui précise que toute personne a droit à un procès équitable et un jugement rendu dans un délai raisonnable pour qu'on ne puisse tomber dans ce qu'on appelle le déni de justice. Donc, toute personne a droit à un procès équitable et un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions. On ne peut pas empêcher une personne de se défendre. Et là, c'est un principe qui renvoie directement vers le principe du contradictoire, que j'ai expliqué tout à l'heure comme le principe qui permet à chaque justiciable et surtout à la partie défenderesse de prendre connaissance des arguments de droit et des preuves sur lesquelles son adversaire s'est appuyé pour présenter sa prétention. Dans quel but? Pour pouvoir présenter des contre-arguments, pour pouvoir permettre à cette partie défenderesse de préparer son argumentaire et d'en débattre ses preuves. Parce que peut-être ce sont des preuves mal fondées. Peut-être que ce sont des preuves qui
n'ont aucun rapport avec la réalité. Il faut toujours écouter les deux parties au litige pour qu'on puisse donner un jugement équitable. Certes, l'article 36 présente une dérogation. Pardon, ce n'est pas l'article, c'est ce qui est précisé par l'article 36 du Code de procédure civile. Cependant, l'article 148 présente une dérogation. Donc, l'article 148, c'est l'article qui présente les ordonnances sur requête. Donc, les ordonnances sur requête. Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête? Donc, les ordonnances sur requête, ce sont des ordonnances présentées par les présidents des tribunaux de première instance qui ont seuls la compétence de statuer sur toute requête des justiciables afin d'ordonner soit des constats, soit des sommations, ou bien toute autre mesure que nécessite le déroulement ou bien le bon déroulement du procès. Donc, dans ce cas, puisque c'est une mesure d'urgence, puisque les intérêts des parties peuvent disparaître et les preuves peuvent disparaître si le juge n'ordonne pas directement et sans attendre que l'autre partie se prononce sur ce qui a été demandé par son adversaire, donc on risque de perdre les preuves, on risque de perdre ou bien que les intérêts et les preuves disparaissent avec le temps. Voilà pourquoi le législateur permet au président des tribunaux d'ordonner des sommations, d'ordonner des constats, à aller faire un constat. Il demande à huissier d'aller constater les faits actuellement avant qu'ils disparaissent. On ne va pas attendre l'autre partie, la partie défenderesse, on ne va pas l'écouter. Est-ce qu'il est d'accord ou non? Est-ce qu'il va présenter? Non. Donc, on va aller directement à procéder ainsi ou bien à prendre une mesure d'urgence, une mesure que nécessite la situation actuelle afin de protéger les intérêts des parties. D'accord? Dans les autres cas, c'est généralement le principe de contradictoire doit toujours être respecté. Le droit à un procès équitable nécessite aussi que les audiences soient publiques. Parce que lorsqu'on se prononce publiquement, on ne peut pas être libre, on doit respecter cette audience. Lorsqu'on se cache, on peut prendre des décisions sans prendre attention à l'autre. Mais lorsqu'on est dans une audience publique, tout le monde écoute, tout le monde entend. Donc, dans ce cas, on est forcé à être objectif. Donc, il s'agit d'un principe qui est présenté aussi, un principe constitutionnel, qui est présenté par l'article 123 de la Constitution marocaine, qui précise en ces termes, les audiences sont publiques. Là, c'est le principe. Sauf lorsque la loi en dispose autrement. Ça veut dire, le principe, c'est que les audiences sont publiques. Mais, il peut exister un certain nombre de cas où l'audience, pour les intérêts des justiciables ou bien de la partie faible, soit secrète. Notamment lorsqu'il s'agit d'une affaire d'un viol, par exemple, d'un mineur. Comment peut-on porter à la connaissance de comment l'affaire doit être publique dans ce cas? On peut risquer d'intimider et de toucher à l'état psychique de la personne si l'audience est publique. Donc, pour protéger psychiquement cette personne faible, cette personne, par exemple, qui a subi un viol, pour que la société ne connaisse pas cette affaire qui doit rester secrète, donc on peut décider
Ça veut dire, dans ce cas, les juges décident que l'audience soit secrète. Mais dans la majorité des autres cas, les audiences sont publiques. Le droit à un procès équitable implique aussi le principe de dispositif. Ça veut dire quoi, le principe de dispositif? Donc, le principe de dispositif, c'est le principe qui est en rapport avec le procès accusatoire. Ça veut dire que le procès civil est la chose des parties. Le juge n'a que la possibilité d'appliquer la loi. La direction et l'instance est attribuée en grande partie aux justiciables. C'est eux qui introduisent l'instance. Et là, c'est un principe qui distingue le procès civil du procès pénal. Qui déclenche l'action? Donc, dans le procès pénal, c'est généralement le procureur du roi. C'est le ministère public qui peut déclencher l'action. Lorsqu'on constate qu'il y a une infraction, soit on va arrêter la personne et on va le présenter devant le juge. Donc, c'est le tribunal, ce n'est pas généralement la partie qui a été agressée qui va porter. Si nous avons constaté en tant que police judiciaire, si la partie qui a été agressée n'a pas porté son litige devant le tribunal, donc généralement c'est le parquet qui procède ainsi. Dans le procès civil, le ministère public ne peut pas, généralement, je dis généralement, ne peut pas introduire l'instance. Il ne peut pas demander que le dossier soit ouvert pour condamner telle ou telle autre personne. Mais il y a un certain nombre de cas, notamment lorsqu'il s'agit d'affaires de mineurs, de tutelles, et ainsi de suite, on va constater que l'introduction de l'instance peut se faire aussi par les magistrats. Donc, les parties ont la liberté de présenter leur requête devant la justice pour demander telle ou telle, pour présenter leurs prétentions afin que leur affaire soit jugée. De plus, le principe de dispositif implique que le juge soit lié par les prétentions des parties. Il ne peut pas statuer au-delà de ce que les personnes ont demandé. Le principe directeur, qui est le droit à un procès équitable, renvoie aussi au principe d'immutabilité, qui veut dire tout simplement, ou bien qui interdit de faire valoir de nouvelles prétentions en cours du procès, à moins que ces nouvelles prétentions, ont un lien suffisant avec les prétentions initiales. Ça veut dire, si vous avez présenté une requête au début pour demander pour demander telle ou telle chose, vous ne pouvez pas ajouter une autre demande pour demander un objet qui est contraire au premier objet. S'il n'y a pas un lien suffisant entre les demandes additionnelles et la demande principale, le juge va l'écarter et va vous dire cette prétention n'a aucun lien avec le litige qui a été porté devant moi. Allez demander ou bien allez présenter une autre requête. سير دير دعوة واحدة أخرى. هذيك دعوة ما كتعلقش بهاد الدعوة هذه. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un lien suffisant et un lien suffisant pour que le juge, pour que le tribunal puisse accepter de nouvelles prétentions. Exemple. Si j'ai demandé l'éviction, n'aime pas l'évacuation, l'éviction d'un locataire. J'ai un locataire, quelqu'un à qui j'ai loué ma maison, et je demande l'éviction. Donc, si je présente, par exemple, comme demande additionnelle,
des dommages-intérêts, puisque la personne a endommagé ma maison, il s'est retardé, il a retardé à exécuter un jugement. Donc là, ce sont des demandes additionnelles. Ils sont en rapport direct avec la demande principale. Mais si je demande, si je dis que il m'a donné un chèque et c'est un chèque impayé, je vais l'ajouter à ma requête principale. Le juge va vous dire non. L'objet n'est pas le même. Vous devez intenter votre action devant un autre tribunal. Ça veut dire vous devez présenter une autre requête. Cette requête n'a aucun rapport avec la requête de demande d'éviction du locataire. Est-ce clair? Le droit à un procès équitable renvoie aussi à l'obligation de motivation. Donc, les juges sont appelés, sont obligés à motiver leur décision. Ils ne peuvent jamais rendre une décision selon leur conviction sans qu'il y ait un rapport direct avec un fondement juridique. Lorsqu'on rend une décision, cette décision doit être motivée. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Ce que la loi dit, voilà la solution. Sans cette argumentation, le jugement sera voué à l'échec. Il sera automatiquement annulé. Donc, cette obligation de motivation qui est une obligation sur les épaules des magistrats en général, facilite par la suite le contrôle des décisions judiciaires lorsqu'on fait appel à ces décisions. Cinquième et dernier principe, le droit de recours. Le droit de recours, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'erreur est humaine. Personne n'est épargné de l'erreur. Personne n'est complet. Notre prophète a commis des fautes. L'être humain commet généralement des fautes. Voilà pourquoi les principes d'équité et de justice doivent permettre à toute personne de demander une révision des jugements et des arrêts prononcés par les tribunaux. Cette voie de recours permet généralement à une juridiction plus haute, notamment lorsque le jugement est prononcé par un tribunal de première instance, on demande à une cour d'appel ou bien à la chambre d'appel au sein du tribunal de première instance de se prononcer sur la décision qui a été rendue par le tribunal, étant donné que nous avons constaté qu'il y a une faute qui a été commise par les juges, ou bien parce que les juges n'ont pas appliqué la bonne loi sur le litige qui est en jeu, ou bien parce que nous avons constaté qu'il y a de nouvelles preuves à apporter au tribunal. Donc, dans ce cas, notre droit reste protégé et nous avons toujours la possibilité de réviser le jugement que nous avons constaté a été prononcé à l'encontre de la justice que nous recherchons. Le droit de recours implique qu'il existe un double degré de juridiction. Ce double degré de juridiction permet ou bien garantit l'examen de tous les litiges par deux juridictions distinctes afin de combattre les injustices, afin que les injustices ne soient pas abondantes. Pour qu'il n'y ait pas d'injustice, on a toujours la possibilité
de faire appel, de faire des révisions des jugements que nous avons ou bien qui ont été prononcés à notre encontre. Ce droit de recours est un droit non pas seulement qui est octroyé à celui qui a gagné le procès, mais c'est un droit qui est aussi garanti à toute personne qui a gagné partiellement le procès. Supposons que j'ai demandé par exemple 5000 dirhams de dommages à intérêts et le juge a prononcé 3000. Je me sens toujours lésé, donc je peux interjeter appel pour demander que cette décision soit révisée afin que je reçoive les 5000 parce que je constate que vraiment ce sont ces 5000 dirhams que j'ai subis comme dommage interne. D'accord? Donc, cela dit, je crois que nous avons présenté maintenant les grands principes de la matière. Quels sont les domaines de la justice civile maintenant? Donc, les domaines de la justice civile, ce sont toutes les affaires qui sont, par définition, celles du droit commun. Lorsqu'on dit droit commun, c'est pour faire la distinction avec le droit administratif et le droit pénal. Donc, toutes les affaires civiles sont régies par les dispositions du Code de procédure civile. Qu'il s'agit d'affaires civiles entre non-commerçants ou bien d'affaires commerciales. Il s'agit aussi de toute matière non exclue par un texte spécial. Toute matière qui n'a pas été exclue par un texte spécial et qui est régie par une procédure spéciale telle que la procédure pénale, on lui applique les dispositions de la procédure civile. En plus, on a des procédures spéciales telles que la réquisition des juges que j'ai présenté tout à l'heure, le règlement des juges, l'arbitrage, parce que nous avons dit que les dispositions du Code de procédure civile présentent à partir de l'article 306 un certain nombre de dispositions qui sont applicables à l'arbitrage interne et international et à la conciliation. Les matières sociales aussi, donc toutes les affaires qui se rapportent à un différend entre un salarié et son employeur, et le statut personnel. Donc là, toutes les affaires qui se rapportent à l'application des dispositions du Code de la famille sont portées devant la justice en respectant les dispositions contenues dans le Code de procédure civile, comme nous l'avons présenté tout à l'heure. Quelles sont les parties à l'action civile? Donc, les parties à l'action civile, ce sont le demandeur, ça veut dire toute personne qui a pris l'initiative de présenter une requête devant la justice. C'est lui qui a demandé en premier que le tribunal soit constitué afin de juger son affaire. Et on a le défendeur qui est celui qui présente son action, le défendeur qui prépare une défense pour se défendre contre les prétentions du demandeur. Le demandeur peut présenter sa demande soit par écrit, soit oralement. Donc, la règle, c'est que la procédure est écrite. D'ailleurs, si vous consultez la loi qui réglemente la profession des avocats, vous allez constater que on peut comprendre que toutes les actions portées devant un tribunal doivent être présentées par un avocat. Mais on constate que la procédure civile permet aux parties de présenter leurs demandes oralement dans un certain nombre de cas, et c'est le greffe qui reçoit la déclaration orale et la transcrit sur un document, et par la suite, il le renvoie au juge pour que
le dossier soit tranché par le tribunal. Donc, généralement, c'est l'écrit qui est, généralement, la procédure, elle est écrite. Donc, le demandeur et le défendeur, ce sont les deux protagonistes, ce sont les deux litigants dans les procès civils. Le ministère public peut intervenir dans un certain nombre de cas bien limités par la loi que nous allons présenter par la suite. Ce ministère public, parfois, il joue le rôle de partie principale, soit de partie jointe. Lorsqu'il s'agit d'une partie principale, il peut agir d'office, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Dans des cas, comme je viens de dire, expressément déterminés par la loi, ça veut dire limitativement précisé par la loi dans l'article 6 du Code de procédure civile. La présence du ministère public est obligatoire à l'audience dans ce cas. C'est ce qui est précisé par l'article 10 du Code de procédure civile. Voilà pourquoi, lorsqu'il agit en tant que partie principale, elle exerce tous les voies de recours, à l'exception de l'opposition. L'opposition, ça veut dire lorsqu'on rend un jugement en l'absence d'une partie. Donc, ou la hukm ghiyabi. Donc, à l'exception de l'opposition, le ministère public peut faire recours à toutes les décisions lorsqu'il est partie principale. À l'exception de l'opposition, il ne peut pas faire opposition. Même lorsque le ministère public agit en tant que partie jointe, ça veut dire lorsque sa présence n'est pas obligatoire, mais seulement facultative, il ne dispose pas de voie de recours. Il ne peut exercer aucune voie de recours. Il se contente d'assister, de présenter ses prétentions, ses arguments. Une fois le jugement rendu, il ne peut pas faire appel. C'est toute une grande différence avec la procédure pénale, où le ministère public est toujours présent comme partie principale. Il peut toujours faire appel au jugement prononcé contre les justiciables. D'accord? Donc, la règle dans la procédure civile, c'est que les deux protagonistes, les deux justiciables, sont les demandeurs et le défendeur. Le ministère public n'est pas présent dans toutes les situations. Il existe des situations bien limitées, notamment lorsqu'il s'agit de l'application du statut personnel, du code de la famille, où sa présence devient obligatoire. Et dans ce cas, il peut exercer tous les voies de recours à l'exception de l'opposition. Lorsque sa présence est facultative, il ne peut exercer aucune voie de recours. Donc voilà, je crois que j'ai terminé la présentation de l'introduction. Donc, je vous présente maintenant les grands axes du cours. Donc, dans ce cours, nous allons, comme j'ai dit lors de la séance première, nous allons faire le tour de la matière. On va essayer d'aborder tous les axes, en commençant par l'introduction de l'action. Donc, comment on doit introduire l'action? Quelles sont les règles et les formalités à respecter? Quels sont les délais à respecter, sinon on peut être frappé de prescription ou bien de forclusion? Quelles sont les conditions de présentation de l'action civile? Et on va se baser sur l'article 1er qui parle de la qualité, de la capacité et de l'intérêt. Donc, une fois on va terminer avec l'action civile, on va passer au déroulement. Si l'action est recevable, dans ce cas, on va commencer le procès. Donc, comment se déroule le procès? Quelles sont les mesures d'instruction qui peuvent être prononcées pour que le juge soit éclairé sur l'affaire? Ainsi de suite. Une fois le jugement est prononcé, quelles sont les voies de recours que nous permet la procédure civile afin de protester contre un jugement, afin de demander la révision, afin de critiquer un jugement ou bien un arrêt? Il existe différents moyens de recours, des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires. Et finalement,
Si nous avons procédé à tous les voies de recours, si le jugement est définitif, on doit exécuter ces jugements. Comment peut-on exécuter ces jugements? Quelle est la procédure à suivre pour exécuter un jugement? Comment peut-on forcer une personne à s'exécuter selon ce qui a été prononcé par le tribunal? Donc voilà, on va commencer par la présentation de la requête, on va terminer par l'exécution des jugements qui ont été prononcés par les tribunaux une fois les voies de recours ont été épuisées. Est-ce clair? Donc bien sûr, on n'aura pas l'occasion de détailler comme il se doit, mais en tant qu'étudiant de S6, vous devez connaître toutes ces démarches, toutes ces formalités à respecter. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la matière, je vous présente ici une liste bibliographique qui varie entre traités, manuels, répertoires, codes et ouvrages pratiques. Donc, il regroupe un certain nombre d'ouvrages, de références tirés de la doctrine française principalement, et ensuite quelques ouvrages du droit marocain, de la doctrine marocaine, écrits en arabe et en français, donc Jawad Mahmoud, Abdullah Boudharain, Razan, Maurice Gentil. Donc, ce sont des auteurs qui ont écrit, qui ont présenté des livres sur la procédure civile marocaine. Ensuite, je vous suggère tous d'avoir une version soit papier, soit électronique du code de procédure civile. Donc, vous devez nécessairement télécharger. Donc, la dernière version en ligne qui regroupe toutes les modifications qui ont été apportées au code de procédure civile, c'est la version du 19 décembre 2019. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez télécharger, vous allez rechercher, si vous recherchez la version française du code de procédure civile, vous n'allez pas trouver les modifications qui ont été apportées à la procédure civile. Il n'existe sur les sites officiels du gouvernement, sur le site du secrétariat général du gouvernement ou bien sur le site du ministère public, qu'une version qui date de 2013. Donc, cette version ne contient pas les modifications. Donc, je vous suggère de télécharger les deux versions, la version 2013 en français, mais aussi la version arabe de 2019, parce que c'est elle qui contient les dernières modifications qui ont été apportées au code de procédure civile. Bien sûr, tout au long de notre cours, nous allons appliquer ou bien faire appel à des dispositions du Daïr des obligations des contrats, le DOC marocain, parce que nous avons dit au début que le code de procédure pénale, c'est une application pratique des dispositions du Daïr des obligations et des contrats. Donc, tel qu'il a été aussi modifié et complété, notamment par la dernière loi 21, je crois 21-18, qui parle des sûretés mobilières. Donc, s'il vous plaît, essayez toujours de télécharger les dernières versions des lois et des codes. Donc, cela dit, je vous remercie de votre attention. Notre introduction est terminée. On se donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah, pour notre première séance sur l'introduction de l'action civile. Donc, avant de conclure, avant de vous dire au revoir, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions, si vous demandez des éclaircissements sur un point déterminé, donc n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. C'est bon, Bladi? Oui, monsieur, merci beaucoup. Il n'y a pas de Monsieur Osama? C'est bon? Donc, pour les autres, je ne sais pas. Donc, comme j'ai toujours dit, vous avez toujours la possibilité. Donc, Abdelhadi, Jafarou Abdullah, Fatima Zahar Tqiq, Hakim, Jihad, Oussama Jafari. Vous avez toujours la possibilité de poser votre question par écrit, de me l'envoyer par message, comme font parfois un certain nombre d'étudiants. Donc,
essayez de revenir au cours et de le relire et de préparer vos questions, vos remarques. Je suis réceptif. Je vais vous répondre une fois je vais recevoir vos messages. Donc, merci de votre attention. On se voit mercredi à 10 heures.